Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez quel scandale peut bien exister autour de la contraception masculine, puisqu'elle n'est même pas développée à l'échelle commerciale. Eh bien, c'est ça le problème. Et oui, si vous êtes un homme, vous n'avez peut-être pas eu beaucoup à vous préoccuper de la question de la contraception dans votre vie. Et si vous êtes une femme hétérosexuelle, en revanche, vous êtes forcément passé par là. Stérilés, pilules, implants, patchs, on a l'embarras du choix parce que dans la quasi-totalité des cas, eh bien c'est la femme aujourd'hui qui gère la contraception. Alors qu'un enfant, ça se fait à deux, non? Alors pourquoi ce désert, ce néant? Est-il vrai que les pilules pour hommes ne sont pas développées car les hommes ne supportent pas les effets secondaires qui sont pourtant les mêmes que ceux des femmes? Quelles sont les contraceptions masculines qui existent déjà? Pour en discuter, j'accueille deux hommes qui ont décidé de comprendre, de remonter le fil de l'histoire de la contraception et surtout de tester eux-mêmes ce qui existe déjà. Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain, bonjour. Bonjour. Salut. Guillaume Daudin, vous êtes journaliste en charge des enquêtes judiciaires à l'AFP. Stéphane Jourdain, vous êtes journaliste, rédacteur en chef numérique à France Inter. Tous les deux, avec Caroline Lee, vous signez ce livre, Les contraceptés, enquête sur le dernier tabou, aux éditions Steinkiss. Alors, votre bande dessinée s'ouvre sur cette planche avec cette affirmation. La personne qui a inventé la pilule l'avait d'abord testée sur des hommes, mais l'a abandonnée car ils étaient trop réticents face aux effets secondaires. Est-ce que c'est vrai ? Il y a une part de vérité là-dedans. Là, la scène d'ouverture de la BD, c'est des amis à nous qui discutent et qui racontent un peu ce qu'on voit dans la presse. Il y a beaucoup de presse autour de la contraception. Et en l'espèce, à l'époque, sur la pilule, Grégory Pincus, qui est un peu l'inventeur ou l'un des pères de la pilule féminine, il a aussi fait des tests sur les hommes, sur 8 hommes, je crois, et il avait observé que le composant qu'il utilisait sur les femmes avait un effet stérilisant certain aussi sur les hommes, et donc il y avait déjà peut-être un composé chimique qui pouvait fonctionner pour parvenir à une contraception sur les hommes. C'était déjà dans les années 50, au milieu des années 50, un premier test, et peut-être pas un premier succès, on en était encore loin, mais en tout cas une première piste pour développer le sujet. Et après, ce qu'on voit tout au long de notre enquête et du livre, c'est qu'à chaque fois, quand on décèle des effets secondaires négatifs pour les hommes, par exemple les sautes de libido, c'est tout de suite très vite pris en compte et de façon très importante, alors que ça l'a jamais été chez les femmes. Chez les femmes, quand la pilule contraceptive a été testée et qu'on a identifié assez rapidement ces problèmes, on n'a pas considéré que il fallait s'arrêter. Et ce qu'on comprend en lisant cette bande dessinée, c'est que il n'y a pas, et c'est ce qui manque, d'investissement massif de l'industrie pharmaceutique pour développer cette contraception masculine. Et c'est un débat qui date des années 50. Ce médecin présentait différentes alternatives contraceptives pour les hommes. La pilule en faisait partie, mais selon lui, sa généralisation n'était pas pour demain. Question de virilité. Mais donner à des hommes quelque chose en leur disant « ça va supprimer votre fonction spermatogénétique, enfin ça va vous empêcher d'avoir des enfants », ils vont comprendre que ça va les rendre impuissants. Et je crois que c'est ça qui a empêché le développement de la pilule masculine. Pourquoi on a toujours le même débat aujourd'hui en 2021 ? C'est vraiment le propos du bouquin, c'est répondre à cette question. Donc on le fait sur 140 pages. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que les hommes ne sont pas preneurs. Ça arrange tout le monde, ça arrange les hommes, que ce soit les femmes qui s'occupent de ça. Le patriarcat a ceci de magique pour les hommes, qui a cette espèce de main invisible qui fait que la contraception, on n'a pas à s'en occuper. On n'a pas besoin d'aller voir des médecins, on n'a pas besoin de prendre une pilule qui tord le bide. On n'a pas besoin de s'en occuper et c'est très pratique pour les hommes. Donc c'est certainement la première raison. La deuxième, c'est que du coup l'industrie pharmaceutique ne s'est jamais dit qu'il y avait un marché et qu'il fallait lancer des recherches pour pouvoir donner une pilule à des gens qui la demandent. Et enfin, il n'y a pas eu d'impulsion politique. Alors là, on peut gloser pendant des heures sur les raisons de cette absence, mais il n'y a pas d'impulsion politique qui serait à même justement de contrer ce manque de volonté des industries pharmaceutiques. Alors vous parlez justement d'impulsion politique, il y a un passage du livre qui m'a particulièrement plu, c'est que vous expliquez au fur et à mesure que vous contactez Marlène Schiappa, donc à ce moment-là la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme, et qu'à chaque fois elle reporte votre rendez-vous 7 fois, il me semble. 7 ou 8 fois, en fait on ne sait plus très bien à la fin si c'est 7 ou 8, donc je crois qu'on s'est arrêté à 8.
mais elle a reporté de nombreuses fois. On a été jusqu'à la porte de son cabinet l'une de ces 8 fois et le rendez-vous a été à nouveau repoussé. Ça a duré des mois. Et du fait de notre persévérance, on a fini par la voir. Elle a eu le mérite de nous voir parce qu'on avait demandé aussi à Olivier Véran et à Elisabeth Moreno et on n'a pas eu de réponse de leur part. Et donc on la voit et on discute avec elle. Ça dure une demi-heure et on lui demande qu'a-t-elle fait, puisque quand elle est arrivée au gouvernement en 2017, elle fait une interview à elle déroule ses priorités et elle dit l'une de mes ambitions, c'est de développer la contraception masculine. C'est, à notre connaissance, le ou la première responsable politique en France qui en parle. Donc, il pourrait y avoir beaucoup d'espoir. Voilà, il pourrait y avoir beaucoup d'espoir là-dessus. Sauf que derrière, on a essayé de comptabiliser un peu ce qui a été fait et on n'a pas trouvé grand-chose en la matière. Et lorsqu'on la confronte à cette absence peut-être de résultats, elle nous dit oui, c'est vrai que on a essayé de faire des choses. J'ai essayé de faire des choses, mais Agnès Buzyn n'était pas partante, la ministre de la Santé à l'époque. Les hommes ne sont pas prêts. Et puis, elle déroule tout un tas de facteurs pour dire que la faute appartient aux autres. Et c'est vrai que la faute n'est pas totalement la sienne, c'est une évidence, mais il y a une part de responsabilité du pouvoir politique là-dessus qui ne donne pas une impulsion qui nous paraît déterminante. Oui, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est que c'est risqué aussi politiquement et médiatiquement de prendre position sur ce sujet, parce que est-ce que le public n'est pas prêt en fait à recevoir Marlène Schiappa, on a voulu la voir parce qu'on a découvert dans une interview à elle que quand elle est arrivée au gouvernement, justement, elle a dit que ce serait une de ses priorités de développer la contraception masculine. Et ensuite, du coup, on a recherché des prises de parole parce qu'elle est à la tête à ce moment-là d'un secrétariat d'État qui est surtout un secrétariat d'État de la parole, sans réelle administration et sans vraiment de budget. Et elle n'a jamais pris la parole là-dessus. Donc, c'est là-dessus qu'on voulait l'interroger. Et elle dit, voilà, la société n'est pas prête. Pour l'instant, il n'y a pas de demande, il manque une tribune de 150 personnalités hommes disant on se contracepte ou on a envie de le faire. Après, c'est juste. Si demain, il y avait une tribune de 150 hommes célèbres qui prenaient position en faveur de la contraception masculine, ça pourrait faire changer l'opinion publique. Ça pourrait, mais ce dont on se rend compte dans notre enquête, c'est que peut-être que les hommes aussi, les pouvoirs politiques aussi ont un rôle à jouer en créant une impulsion. Les pouvoirs politiques, on a Olivier Véran début septembre, mi-septembre, qui nous dit on élargit la contraception gratuite aux femmes jusqu'à 25 ans, ce qui est une bonne mesure évidemment, mais dans son 25 ans, on peut aussi. Après 25 ans, on peut aussi avoir besoin de contraception. Voilà, ça peut être, c'est déjà un début, c'est ce que d'ailleurs ont dit beaucoup de féministes, mais elles ont dit aussi, on pourrait voir les choses autrement. On pourrait avoir un ministre qui dit, on va développer la recherche là-dessus, sur la contraception masculine, et on pourrait avoir un ministre qui parle aux hommes en leur disant, la contraception, c'est aussi votre affaire. Ça, c'est un discours qui n'est pas tenu, et tenir ce discours, je pense que ça ouvrirait déjà beaucoup d'esprit à cette idée. C'est vraiment une idée qui est très loin de l'esprit de beaucoup d'hommes, qui était très loin de notre esprit avant qu'on fasse cette enquête, de se dire simplement, tiens, en fait, la contraception, c'est pas que ma compagne qui gère, c'est pas que son histoire. On est en couple, on fait des enfants éventuellement ensemble ou on n'en fait pas, donc la contraception, on la gère ensemble. Et avoir déjà à l'esprit ce petit truc, ça pourrait changer des choses et les pouvoirs publics sont nécessaires là-dedans. En fait, l'histoire de la BD tourne autour de cette révolution manquée et tous les acteurs qu'on a vus pour cette enquête, ils nous disent tous à un moment donné, il manque une impulsion. Il manque une impulsion de telle et telle personne, de telle et telle organisation. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit que les choses peuvent rester gelées pendant des décennies, quoi. Un peu comme la question de l'égalité salariale, où on a l'impression que ça va mettre 200 ans pour qu'elle arrive, pour qu'on puisse l'atteindre. Sur la contraception, on a eu le sentiment que, voilà, ça fait 50 ans qu'on nous annonce la pilule masculine. Ça fait 50 ans qu'on nous dit que les recherches avancent et que les tests sont probants et qu'il ne se passe rien. C'est le cercle vicieux. Voilà. C'est toujours la faute de l'autre et du coup, on attend. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous basez sur votre histoire personnelle. Le livre s'ouvre sur cette scène où vous avez des amis à vous, ou vos compagnes même, il me semble, qui disent, qui se plaignent en fait des effets secondaires de leur contraception. Et il y a un de vous deux qui dit, désolé, mais nous, il n'y a rien. De toute façon, on ne peut rien faire. S'il y avait quelque chose, je le prendrais, mais là, il n'y a rien. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend qu'en fait, si, il y a quelque chose et qu'il y a déjà des contraceptions masculines qui existent. Et j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur les différentes contraceptions pour les spectateurs, pour qu'ils comprennent ce qui existe déjà. Alors, il y a 2 solutions notamment. Il y a la vasectomie et les injections. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors d'abord, aujourd'hui, qui est disponible, relativement facile à faire et pas trop onéreux, il y a la vasectomie. Il y en a quelques centaines, quelques milliers par an. C'est en train de monter en flèche. Ça fait un peu peur. Quand on dit vasectomie, ça fait penser à une opération violente. Alors, c'est une opération qui peut faire un peu peur. C'est un acte chirurgical. Ça dure quelques minutes. C'est pas long. C'est sous anesthésie locale. C'est ambulatoire, ça se passe dans un cabinet de médecin, vous repartez 1 heure ou 2 heures après. Il y a quasiment jamais de complications, ça fonctionne très bien, et vous ressortez contracepté. Alors c'est considéré comme irréversible, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup moins courantes et qui sont encore en cours d'expérimentation, comme la méthode hormonale ou le slip chauffant. Voilà. On reviendra un peu après sur le slip chauffant, mais pour revenir sur la méthode des injections. La méthode des injections, c'est un peu l'équivalent masculin de la pilule féminine. C'est des hormones que l'on prend par une injection intramusculaire hebdomadaire. Toutes les semaines, une injection d'un dérivé de testostérone. Et ça a été en gros éprouvé depuis 50 ans, perfectionné, développé, plus encore dans les années 80. Et dans les années 90, l'OMS l'a testé et approuvé. Il y a eu 2 essais très larges sur plusieurs centaines de couples dans plusieurs pays. Ça marche. Ça marche, c'est réversible. Il y a des effets secondaires pour les hommes, il se trouve que c'est les mêmes, ou à peu près les mêmes que pour les femmes, perte de libido, humeur changeante, prise de poids, des choses comme ça. Mais quand ça a été développé, il y a eu un énorme focus, par exemple, sur la libido. Ça n'a jamais été le cas, comme le disait Stéphane, sur les femmes. Sur les femmes, on ne s'est jamais posé la question de savoir si la contraception affectait leur libido. Et dès que les hommes ont été l'objet de tests pour la contraception, on s'est dit tout de suite, attention, il ne faudrait pas que ça touche leur libido. Et puis tout cet ensemble d'effets secondaires pourtant bien supportés par les femmes, ou en tout cas acceptés par les femmes qui prennent largement la pilule, et ben là, on s'est dit, c'est peut-être un souci, les hommes vont avoir des problèmes d'acceptabilité, ça ne marchera jamais, et donc ça n'a jamais été développé plus que ça. Et pour autant, il y a des hommes en France qui prennent ce mode de contraception. Vu ce qu'on a pu trouver dans notre enquête, je ne pense pas qu'il y en a plus d'une centaine, parce que c'est compliqué de trouver... C'est ultra minoritaire. C'est ultra minoritaire. Il faut trouver le produit, il faut se le procurer chaque semaine, il faut trouver un infirmier ou une infirmière qui l'injecte. C'est fastidieux, en fait. Et une bonne contraception, c'est une contraception qui est assez simple. Ça ne doit pas être un parcours du combattant, sinon ça ne marchera jamais. Au-delà des bonnes volontés des hommes qui font ça, on en a rencontré quelques-uns qui sont un peu... en tout cas, sur cette méthode-là, vraiment assez héroïque, parce que ça a l'air d'être incroyablement fastidieux de trouver le produit et de parvenir à avoir cette régularité hebdomadaire. C'est pas encore en état d'être largement sur le marché et largement utilisé par plein d'hommes, parce qu'il n'y a pas la logistique derrière. Et un autre argument qui va contre cette solution hormonale, c'est de dire, mais déjà, on critique le fait que les femmes prennent ça. L'idéal, ce serait que les femmes ne prennent plus ça et que les hommes ne se mettent pas non plus à prendre ça. Donc il y a des hommes, on comprend, qui se sont tournés vers une autre solution qui est très artisanale, qui est celle du slip chauffant ou de l'anneau. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur celle du slip chauffant pour qu'on comprenne en quoi ça consiste ? Alors le slip chauffant, c'est un peu une invention française, développée notamment par un docteur qui est à Toulouse, qui s'appelle le docteur Mieuxet. L'idée, c'est que si vous faites monter très légèrement en température les testicules ne produisent plus la spermatogénèse et donc vous n'êtes plus fertile. Donc pour faire monter très légèrement, on parle de 1, 2 ou 3 degrés la température des testicules, il suffit de les rapprocher du corps, de les remonter légèrement dans le corps pour qu'elles gagnent ces quelques degrés. Et là, on considère, au bout de quelques mois, et on le vérifie évidemment à chaque fois pour être sûr que c'est bien le cas, que la production de spermatozoïdes s'arrête. C'est un dispositif qui est assez étrange quand on n'a pas l'habitude et qu'on le voit. Et j'ai beaucoup aimé ce passage où vous allez rencontrer des hommes qui fabriquent eux-mêmes leur slip chauffant et qui effectivement du coup sont contraceptés. Et vous vous dites bon, c'est quand même un peu bizarre de faire ça.
Ça paraît un peu dingue de prime abord, ce mode de contraception, qu'il faut porter 15 heures par jour. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette camisole qu'on se mettrait autour du pénis? Et puis, c'est pas sexy. Et puis, c'est pas sexy. Mais après, on y réfléchit un peu, on se dit, qu'est-ce que font un certain nombre d'hommes aujourd'hui pour avoir une contraception? Ils utilisent un préservatif. Je suis pas certain qu'un préservatif soit extrêmement sexy non plus quand on l'utilise lors d'un rapport sexuel. C'est pas non plus... puis ça s'est avéré plus sexy finalement que ça le paraissait au début, parce que... C'est ce qu'ils vous ont dit Oui, mais parce qu'on a vu des types qui en fait utilisent de la dentelle, utilisent des motifs hyper jolis pour faire ce slip chauffant qui ressemble plus du tout à une espèce de vieux boxeur abandonné avec un trou dedans. Donc en fait, il y a des mecs, il y a des hommes en France aujourd'hui qui s'amusent autour de ça, quoi. Et alors, il y a un moment où, à force de travailler sur le sujet, vous vous demandez, mais... Ou alors, il me semble que c'est votre compagne qui vous dit, mais donc vous travaillez là-dessus, mais pourquoi ne pas se l'appliquer à soi-même? Absolument. Et là, est-ce que ça n'a pas été un peu plus compliqué? Là, c'est vraiment... mon parcours dans cette histoire résume bien la question autour de la contraception masculine. C'est que moi, quand je commence l'enquête, c'est ma compagne, on va avoir un enfant ensemble. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire après? Quelle contraception va-t-elle reprendre? Puisqu'a priori, c'est pour elle. Et moi, je commence à regarder, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a ces mecs, là, ils font des slips chauffants, c'est quoi cette histoire? Et puis tiens, il y a des trucs qui existent. Et j'en avais jamais entendu parler, je m'étais pas posé la question. Je me suis rendu compte que je m'étais pas posé la question des contraceptions de mes ex ou de ma compagne. Donc il y a un petit cheminement qui se fait, et tout le long de l'enquête, je me dis, c'est sympa de parler des autres et de dire ouais, il faut qu'ils se contraceptent, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et donc, il y a 3 ans d'enquête, et moi, je finis au bout de 2 ans par lever mes réticences et à me lancer. Ça fait son chemin quand même. Ça fait son chemin, et voilà, et c'est bien la preuve que on n'est pas du tout des modèles ou quoi que ce soit. C'est que on se pose les mêmes questions que se posent plein de mecs, mais peut-être la différence qu'on a par rapport à d'autres mecs, c'est qu'on rencontre des gens qui sont contraceptés, et du coup, ça paraît plus complètement farfelu, puisqu'on les a à côté de nous et ils nous disent, ouais, je l'utilise, ça marche. Ma compagne a arrêté sa contraception, elle est contente. Moi, c'est pas très compliqué, donc je l'utilise tous les jours. Et puis, voilà, c'est comme si c'était ma compagne, sauf que c'est moi, et c'est faisable, quoi. Et ça joue, ça change un peu les choses en la matière. C'est des barrières à lever, parce qu'on a notre éducation de mecs, on a les présupposés qui pèsent sur nous aussi, à dégager pour parvenir un peu à changer là-dessus. En fait, au début de l'enquête, si tu veux, il y a 2 choses concomitantes. C'est que d'un côté, on regarde les slips chauffants comme un truc complètement hallucinant, archaïque, médiéval. Et de l'autre, on part quand même du principe, en bon mec hétéro vivant dans cette société, que la pilule pour femmes, ça va, c'est peut-être relou. Ça devient moyen, oui. Mais ça va. Et en fait, on se rend compte en se plongeant dans ce sujet, d'abord que d'un côté, le slip chauffant, qui est maintenant pour beaucoup de gens juste un anneau en silicone. Oui, c'est justement vers là que je voulais aller. Il est assez cool, il y a 0 effet secondaire, c'est totalement organique, on ne prend pas d'hormones, ça coûte 30 balles et puis ensuite c'est réglé. Et de l'autre côté, on se rend compte quand même que l'histoire de la contraception féminine, c'est une histoire de recherche qui a fait des morts. C'est l'histoire de femmes qui aujourd'hui ont des gros soucis, des gros effets secondaires encore aujourd'hui. C'est la crise de la pilule de la 3e génération, etc. Donc en fait, quand on met les 2 choses en balance, à la fin, on se dit, c'est quand même dingue que le premier moyen soit pas plus développé que le deuxième. Ouais. Et donc du coup, justement, vous avez évoqué l'anneau, qui est en fait une variante un petit peu du slip chauffant, si j'ai bien compris. Vous l'avez adopté. Ouais. Alors, en quoi est-ce que ça consiste, encore une fois, exactement? Est-ce que vous êtes satisfait? Ouais, c'est un anneau qu'on place à la base du pénis. On fait passer le scrotum dedans, donc ça remonte les testicules le long du corps. On le porte 15 heures par jour. En fait, on le met le matin, on le retire le soir en se couchant. Au bout de 3 mois, si c'est suivi efficacement, on vérifie avec un spermogramme et normalement, on a peu ou plus de spermatozoïdes, en tout cas plus assez pour être considéré comme fertile. Et les seuls effets secondaires qui sont répertoriés de cette méthode, c'est des petites démangeaisons au début.
Puis voilà, ça dure une semaine. Moi, j'ai des amis qui l'ont adopté aussi, qui me disent... Vous c'est avez plus ou moins long. encouragé vos amis à le Et faire? qui se disent, c'est un peu la même histoire, c'est un peu le bouche à oreille, de se dire, tiens, je connais quelqu'un qui le fait, il n'a pas de pustules qui lui ont poussé partout sur le corps, il dit qu'il est contracepté désormais et que ça marche, et voilà, et c'est faisable. Et se dire en effet que le seul souci, c'est éventuellement des démangeaisons au début, et qu'il n'y a rien d'autre par rapport à toutes les difficultés rencontrées par les femmes, notamment du point de vue de la pilule, c'est quand même assez dingue, c'est de se dire qu'il y a une méthode qui existe, qui ne passe pas par des hormones. Et ça, c'est assez génial. Si on rajoute en plus... on peut rajouter une difficulté, au contraire, c'est le fait que ce ne soit pas validé par les autorités. Ça, c'est un peu tout ce qu'on explique dans la BD, c'est que cette méthode a été... développée, améliorée depuis 40 ans, mais les pouvoirs publics se sont pas intéressés à cette méthode. Et depuis, on attend qu'il y ait des tests à plus large échelle qui coûtent un peu d'argent pour que les autorités apposent leurs tampons. Et depuis quelques mois, on sent que les autorités bougent un peu. Ça, c'est la nouveauté depuis qu'on a bouclé le livre, c'est que il y a quand même un petit élan, il y a un petit frémissement. La NSM a contacté l'inventeur de l'anneau en lui disant on va vous accompagner sur le chemin d'une certification. Voilà, donc on va essayer de trouver une méthode pour que votre anneau, qui est vendu sur Internet, à une trentaine d'euros de manière pas exactement légale, puisque c'est un dispositif contraceptif, on va trouver une manière pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus officiel et que ça soit accessible à tous avec un certain nombre de précautions. Dans cette enquête sur la contraception masculine, on se rend compte que les hommes, en fait, contournent le pouvoir médical. On nous dit qu'il faut avoir un suivi médical, qu'il faut aller voir des médecins pour suivre une contraception masculine, mais il y a tellement peu de médecins formés, c'est tellement peu connu qu'en fait, beaucoup d'hommes font ça dans leur coin, sans jamais vraiment rencontrer un médecin ou très peu. Et évidemment, ça inquiète les autorités qui, du coup, se disent on va bouger, on va changer les choses pour que ça devienne quelque chose de plus officiel et de plus valide, quoi. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre bande dessinée, Les Contraceptés, enquête sur le dernier tabou aux éditions Steinkiss, est disponible en librairie. Ou du moins, du coup, est-ce qu'elle va l'être? Elle est en rupture de stock, mais ça va revenir fin novembre. Ça sera vraiment à bloc. Ce sera vraiment à bloc. Pour offrir à votre entourage. Exactement. À Noël. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, le scandale, vous l'aurez compris, c'est plutôt celui de la non-contraception masculine. J'espère que cette vidéo sur un sujet un petit peu différent de ceux que je traite d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous testeriez la contraception masculine, ce que ça vous inspire. Et si vous êtes une femme, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, ni à partager cette émission partout pour que ce sujet se démocratise enfin. Comme d'habitude, je vous le rappelle, Blast est présent sur presque tous les réseaux sociaux et notre équipe ne vit que des dons et des abonnements. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.